Bonjour et bienvenue sur Vite Mont Blanc. Merci d'être avec nous. Nous sommes le mercredi 15 juin 2022. Dans l'actualité ce soir, attention aux coups de chaud. Nos départements n'échappent pas à la vague de chaleur qui traverse la France. La Haute-Savoie est passée en alerte sécheresse. Nous ferons le point dans le secteur des US dans ce journal. Et puis il y avait du beau monde au Jet ce mercredi. La station accueillera cet été les championnats du monde de VTT, un événement très attendu qui se tiendra fin août. Des athlètes ont repéré le parcours aujourd'hui et Luc Aruche était sur place. Le département de la Haute-Savoie est en alerte sécheresse avec des pics à 34 degrés dans la semaine à venir. Les réserves d'eau s'amenuisent. Les communautés de communes en charge de la gestion de l'eau se mobilisent pour éviter aux habitants des restrictions. De leur côté, les exploitants agricoles s'activent pour protéger leur production. Manon Touati s'est rendue dans le secteur des US pour mieux comprendre cette gestion de l'eau en période de sécheresse. Reportage. Les habitants de la communauté de communes Fier et Us ont tous reçu ce message envoyé par la collectivité pour les prévenir de l'arrivée de la sécheresse. Suite à un arrêté préfectoral, la Haute-Savoie rentre en alerte. Il appelle les citoyens à surveiller leur consommation, éviter le gaspillage et l'utilisation d'eau en journée puisque celle-ci s'évapore trop vite. On se retrouve dans une période où il n'y a pas de précipitations les derniers jours et dans les jours à venir, et avec la très forte chaleur, il y a une augmentation assez importante dans tout ce que l'on a au suivi de nos réservoirs, qui montre qu'on va être limite et que donc on demande à la population de prendre certaines dispositions de vigilance, de bons comportements, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème et que tout le monde puisse bénéficier de cette ressource. Tout le réseau est interconnecté sur les 7 communes de la collectivité. Sur le terrain, ils sont 4 techniciens. À partir de capteurs, ils savent comment réguler le flux d'eau et le répartir sur les 22 sites de la communauté de communes. Aujourd'hui, nous avons contrôlé tous les niveaux des réservoirs sur l'ensemble de la Comcom. Et là, nous venons d'ouvrir le réservoir de Bonas pour réalimenter une partie de la commune de La Banne. Nous sommes obligés de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec une télégestion qui se trouve sur nos ordinateurs dans les bureaux, plus sur nos domiciles quand on est en astreinte, afin dès qu'il y a une alarme qui nous est déclenchée, de pouvoir partir, ouvrir une vanne, soit dans un réservoir ou au milieu des routes pour ouvrir les bouclages. Si on ne serait pas sur le terrain pour ouvrir les vannes ou contrôler les réservoirs, tout doucement on manquerait de l'eau au niveau de nos robinets à domicile. Quelques kilomètres plus loin, à Cercier, Aurélien se prépare aux fortes chaleurs et aux orages. Sur ses 35 hectares, il produit 2500 tonnes de pommes et de poires par an. Grâce à un bassin, il est autonome en eau et peut irriguer ses terres. Mais cette ressource s'épuise très vite. Il est alors forcé de protéger ses arbres par d'autres moyens. On va faire tomber de la pomme pour permettre aux autres pommes de profiter, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va essayer de protéger les arbres comme avec une crème solaire, avec de l'argile ou du talc, pour éviter d'avoir des coups de soleil sur les fruits ou d'avoir des brûlures sur feuilles. Pourquoi on fait ça? Parce que l'arbre il respire avec les feuilles. Donc si la feuille est brûlée, la pomme ne grossira pas et l'arbre va être en danger. La période de sécheresse devrait durer jusqu'à la semaine prochaine. Les principaux cours d'eau du département et les nappes phréatiques arrivent encore à approvisionner les entreprises, collectivités et particuliers pour le moment. La saison 2022-2023 est lancée à Malraux. Ce jeudi, le Théâtre National présentait son programme de spectacles pour les mois à venir. Le calendrier est riche et varié. Et lors de cette présentation, Marie Pia, la directrice de l'établissement, est aussi revenue sur son départ en septembre. Reportage d'Alex Gontier. Cirque, chant, pièces de théâtre ou encore stand-up, il y en aura pour tous les goûts. Ce jeudi, Malraux présentait les spectacles à retrouver pour la saison 2022-2023. Fidèle à lui-même, le Théâtre National propose une diversité de projets et donne sa chance aux artistes de la région. Mais cette année, il a aussi su s'adapter aux nouvelles générations. Il y a des enjeux de renouvellement de public aujourd'hui pour tous les théâtres. Nous, on s'est attaché à ce que notre public ne vieillisse pas trop et à faire des ouvertures pour les jeunes. Alors s'ils se reconnaissent dans Panayotis Pasco, c'est très bien. Satisfaire les habitués et attirer de nouvelles têtes, tel est l'objectif de Malraux, qui souhaite ouvrir le théâtre à tous les types de cultures. Ainsi, la scène nationale accueillera sa première compétition de e-sport. L'autre nouveauté,
c'est le Dame Festival qui mettra à l'honneur la musique électronique. Malraux s'est donc associé au collectif L'Endroit et à des acteurs locaux. On a essayé de faire en commun une programmation qui propose du théâtre aussi, parce qu'il y a aussi de la création qui inclut du numérique aujourd'hui, qui va proposer par exemple l'Orchestre des Pays de Savoie, qui interprète des musiques de jeux vidéo, mais aussi des initiatives comme de transformer tout Malraux en club électro. Ça va être une nuit musique électronique avec du DJ set et de la performance un peu partout. Cette présentation est particulière pour la directrice du théâtre, car c'est sa dernière. Après 9 ans à avoir consacré sa vie à Malraux, la pression commence à redescendre. J'ai pris énormément de choses, porté énormément de choses, parce que ça aurait été 9 années avec pas mal de difficultés, des coupes financières, du Covid, des travaux, du hors les murs, etc. Je vais avoir besoin d'un temps un peu pour digérer tout ça, mais en tout cas, il m'en reste une énorme affection, en fait, ça c'est sûr. Marie-Pia Bureau prendra la direction de l'Office national de diffusion artistique en septembre. En attendant, elle s'affaire pour que la saison 2022-2023 se passe du mieux possible à Malraux. C'est l'événement phare de la saison de VTT. Les championnats du monde auront lieu cette année en Haute-Savoie. La station des Jets organisera du 24 au 28 août prochain les différentes épreuves. Pour s'y préparer au mieux, certains athlètes de l'équipe de France se sont entraînés ce mercredi sur le parcours. Et Lucas Ruche a enfourché son VTT pour nous ramener quelques images. Regardez. Long de 3,8 km, le parcours des futurs championnats du monde de VTT est technique. Des sauts, des courbes relevées ou encore des pierres parsèment ce circuit qui verra en août prochain les meilleurs athlètes du monde se disputer la victoire. Et parmi les prétendants à la médaille, y figurent évidemment Loana Lecomte et Thomas Griot, deux vététistes originaires des Pays de Savoie venus aujourd'hui reconnaître le parcours à 2 mois de l'événement. Tous les ans, le championnat du monde en VTT, c'est une course particulière, c'est vraiment un objectif. Donc là, le fait que ce soit à la maison, c'est encore plus un objectif, mais on le prépare comme j'aurais préparé des championnats du monde dans un autre pays, ça c'est sûr. C'est un bon moment parce que c'est une compétition où forcément on a nos proches qui viennent nous voir, ce qui ne peut pas être le cas toute l'année parce que c'est vrai qu'on fait des voyages assez importants. Donc voilà, il y a ce mélange un peu de stress et de pression pour un événement d'envergure où on a envie de performer et puis forcément peut-être l'envie d'encore un petit peu de faire un petit peu mieux en étant à la maison devant la famille et les amis. Cela faisait 18 ans que les Jets et la Haute-Savoie n'avaient plus accueilli ces championnats du monde de VTT. Les athlètes tricolores bénéficieront d'un beau coup de projecteur à 2 ans de disputer les Jeux Olympiques d'été à Paris. C'est l'objectif de l'année 2022 et c'est aussi un superbe banc d'essai, je dirais, pour nos athlètes, pour montrer qu'ils sont en capacité de performer. Et de performer à la maison grâce et devant leur public, ce qui n'est pas acquis à tout le monde parce que ça peut mettre une pression négative et là, il faudra s'en servir comme d'une force. Si elle parvient à s'imposer le 28 août prochain, Loana Lecomte fera donc tomber sa tunique bleu-blanc-rouge au profit du maillot arc-en-ciel, signe distinctif des champions du monde. Entre pandémie et guerre en Ukraine, comment se porte l'immobilier dans nos pays de Savoie? Nous posons la question à notre invité du soir, le président de la FNAIM Savoie-Mont-Blanc. Bonsoir Sébastien Cartier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Un petit mot déjà sur le rôle de la FNAIM. Quelles sont vos missions? Alors la FNAIM, c'est la Fédération nationale des agents immobiliers. Donc je représente la chambre Savoie-Mont-Blanc qui regroupe la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain. Donc notre rôle, c'est de représenter nos adhérents qui adhèrent à notre fédération pour venir chercher des conseils juridiques, un service juridique, des imprimés juridiques pour exercer donc leur métier, mais également la formation, puisque nous avons également un organisme de formation qui permet d'assurer la formation continue de nos adhérents et de leurs collaborateurs. Qui sont vos adhérents des agents immobiliers? Alors, ce sont des agents immobiliers qui exercent sur les territoires que je vous ai donc précisés. Ce sont tout type de structures. Hein. Ça peut être des toutes petites structures avec quelquefois un seul patron ou patronne, mais sans employés. Mais ça peut être des agences moyennes, mais également des groupes qui adhèrent aussi, puisque le but, c'est également pour nous d'assurer la représentation de la profession et de défendre les intérêts des agents immobiliers et de leurs clients.
Quel bilan font-ils avec vous de l'hiver qui est déjà un petit peu loin derrière nous, mais on attendait en tout cas cet hiver post-pandémie. Quel est le bilan ? J'allais dire enfin un hiver où nos confrères, les professionnels et toute la filière montagne a pu travailler sans entrave avec effectivement une belle saison, puisque je pense que l'amour pour nos régions et les territoires est toujours évidemment présent. Et c'est vrai que la saison a été bonne avec les taux de remplissage très importants de 80%, voire 90% ou 100% sur les périodes les plus fréquentées. Et globalement, c'est évidemment un hiver positif pour tous nos confrères. Et quelles sont les perspectives pour cet été ? Alors, la perspective pour l'été est bonne en termes de réservation. Il y a environ 15% d'avance sur les réservations à date, si vous voulez, par rapport à l'année dernière. Toutefois, les réservations estivales se font souvent un petit peu en last minute. Ça peut être souvent aussi des courts séjours, des personnes qui viennent chercher l'air frais, qui viennent un petit peu mixer des congés pour ne pas partir toujours au même endroit sur l'ensemble de leur période de vacances. Donc, on est plutôt confiant sur l'été, avec notamment tous ces beaux paysages et les randonnées à pratiquer dans nos formidables territoires. Ensuite, concernant l'offre immobilière, il y a un problème d'offre, je dirais, en montagne, puisqu'il y a très peu de choses à vendre. Et c'est vrai que c'est une difficulté pour les personnes qui souhaitent acquérir, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent acquérir un bien en montagne. Et malheureusement, on ne peut pas répondre à l'offre complète. Et j'imagine que le contexte ne vous aide pas forcément en ce moment. Vous êtes touché dans l'immobilier par alors, la pandémie qui s'éloigne un petit peu, aujourd'hui la crise en Ukraine, le coût des matériaux. Comment ça vous impacte ? Oui, alors effectivement, on va dire qu'il y a deux choses en ce moment qui font qu'on est un petit peu à la croisée des chemins. Il y a déjà la hausse des taux d'intérêt qui est quand même certaine. Hein. Depuis le début de l'année, on a pratiquement pris 1 point sur les taux d'intérêt. Donc pour les gens qui veulent s'endetter pour acquérir un bien immobilier, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a également le renchérissement des conditions d'emprunt des banques qui sont un petit peu plus je dirais exigeantes dans les conditions d'octroi. Donc ça veut dire que les primo-accédants régulièrement ont un peu plus de difficultés à pouvoir acquérir. S'ajoute à cela, vous l'avez dit, donc la hausse des coûts de matières premières en construction, en rénovation et également le coût des énergies. Donc il y a de formidables défis qui s'offrent à nous, notamment sur la filière des syndics de copropriété pour la rénovation du parc existant, qui va devenir de toute façon impératif avec la loi climat et résilience qui va imposer pour les prochaines années d'améliorer de manière considérable la performance énergétique du bâti. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est pas évident de se projeter dans ce contexte. Mais enfin, le marché reste malgré tout très, très dynamique du fait de nos territoires et de nos secteurs qui sont économiquement développés et d'une manière générale, nous avons une demande de logement. Donc on va dire que les signaux sont malgré tout au vert pour les acteurs d'immobilier. Qui demande justement, d'où vient cette demande d'immobilier dans nos pays de Savoie ? Alors il y a de fortes demandes, les zones les plus tendues sont évidemment le secteur d'Annecy, qui de par sa qualité de vie et toujours son classement très bien noté dans les villes les plus agréables à vivre de France. Donc ça attire évidemment beaucoup de monde tout en ayant une forte attractivité touristique aussi, et puis économique. La Suisse non loin, Genève évidemment, puisqu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à Genève et qui habitent en Suisse. Il y a également le télétravail, même si c'est remis en cause en ce moment, et peut-être qu'au 30 juin, ça disparaîtra. Mais enfin, je sais qu'il y a des négociations en cours pour peut-être poursuivre cette possibilité de télétravail. Il y a également le secteur du Genevois qui est prisé, puisque c'est proche de Genève, encore une fois. Et puis, un secteur qui est également attractif, c'est le secteur du lac du Bourget, avec Aix-les-Bains, Chambéry, qui connaît des augmentations de prix très importantes, de l'ordre de 10% depuis 1 an, et avec du coup des prix à la vente, si vous voulez, dans l'ancien, qui sont aux alentours de 3 000 € le mètre carré à Chambéry, 3 500 voire plus sur le secteur d'Aix-les-Bains, et dans le neuf, c'est 4 000 € le mètre carré maintenant sur le secteur Chambéry pour du neuf, sachant que c'était 3 500 environ l'année dernière à date.
Est-ce que les étrangers investissent toujours dans nos départements? On pense notamment à nos voisins anglais qui étaient très présents dans certains secteurs. Est-ce que la période post-Brexit est compliquée? Je dirais que le Brexit, on en parle un petit peu moins. Finalement, ça n'a pas forcément fait fuir tant de monde que ça. Je pense que les Anglais se sont organisés, ou certains, de toute façon, n'ont pas forcément vendu leurs biens. C'est vrai que, notamment en montagne et dans les stations les plus prisées par les Anglais, on ne peut pas dire qu'ils sont partis, et ils sont toujours bien là pour participer également au dynamisme économique de nos régions. Quelles sont vos priorités pour cette année? Vous avez parlé de rénovation notamment. Vous avez d'autres axes que vous allez privilégier? Je pense qu'effectivement la formation de nos équipes, si je parle de la FNAIM et de nos adhérents, reste un point vraiment central dans nos préoccupations. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, pour prévoir également la mutation énergétique, que ce soit sur les biens en location, que ce soit sur les biens en copropriété, puisqu'il y a des défis qui s'annoncent et qui vont être compliqués à relever, où il va falloir faire preuve de beaucoup de pédagogie, de professionnalisme. Et je pense qu'on pourra compter sur les adhérents de la FNAIM pour relever ces challenges. Merci beaucoup Sébastien Cartier d'être venu nous voir. On vous souhaite plein de réussite dans ces challenges. Merci. À bientôt. Ce JT touche déjà à sa fin, mais restez avec nous pour la suite de vos programmes. La météo, bien sûr, suivi de votre panorama consacré aux nouvelles boissons savoyardes non alcoolisées. Et puis la suite des débats des élections législatives. Ce soir, vous retrouvez à 19h les candidats de la 3e circonscription de Haute-Savoie et à 19h30 ceux de la 4e circonscription, toujours en Haute-Savoie. Et vous retrouverez de nouveaux débats, bien sûr, dès demain sur notre page Facebook. Nous nous quittons avec des images du Festival international du film d'animation d'Annecy. La 46e édition a débuté lundi et elle se poursuit tout au long de la semaine. Nous serons d'ailleurs ce soir en direct sur notre page Facebook dans le public réuni sur le paquier pour la séance en plein air. Belle soirée sur notre antenne et nos réseaux sociaux. À très vite.